Décryptage de l'adresse à la nation du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, mais en même temps, occasion pour les membres du gouvernement de faire le point des 100 premiers jours de ce gouvernement porté par le chef de l'État qui est lui-même chef du gouvernement. Avec moi sur ce plateau, Henri-Claude Ohima, ministre d'État, ministre de l'économie, des finances, de la dette et des participations chargé de la lutte contre la vie chère. Merci d'être là ce soir, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci madame. Monsieur le ministre d'État, on va aller directement dans le secteur qui vous concerne. Le Gabon s'est engagé dans un nouveau plan, le plan national de croissance et de développement 2026-2030. Pourquoi ce nouveau plan? En quoi fera-t-il la différence avec les plans précédents qu'on a eus? Je vous passe les détails. Plan stratégique Gabon émergent, plan de relance de l'économie, plan... voilà, PAT. Bien, écoutez, déjà vous dire que le président de la République, dans son adresse, a indiqué qu'on devait écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays, l'histoire économique. Et c'est vrai que notre pays a eu beaucoup de plans, mais si ces plans n'ont peut-être pas donné le fruit que les Gabonais et les Gabonaises attendent, peut-être parce qu'il nous a manqué trois choses que le président indiquait lui-même. Lesquelles? Il nous a manqué la discipline, il nous a manqué de la méthode et de la cohérence. Ces trois éléments sont très importants pour qu'un plan puisse marcher dans de très bonnes conditions. Alors pourquoi le plan national de croissance et de développement? Et le mot croissance est très important. Parce qu'habituellement, on parle de plan de développement. Mais nous avons intégré la lettre C pour que la croissance guide tout ce que nous faisons. Parce que s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de développement. Et pourquoi nous parlons de croissance à deux chiffres? Certains pensent que la croissance à deux chiffres, c'est une utopie, mais c'est une vérité. Et c'est la question que je posais à monsieur le conseiller spécial juste avant vous. De 2,9% à fin 2024 à 10%, c'est quand même une vraie ambition, une grande ambition qui peut relever même de l'utopie. Non, ce n'est pas l'utopie, c'est une vraie ambition. Et d'ailleurs, pourquoi on a fixé... Il faut d'abord que les Gabonais et les Gabonaises comprennent pourquoi on a fixé le taux à 10% minimum. Parce que lorsque vous êtes dans une économie où la croissance de la population est supérieure à la croissance économique, vous ne créez pas d'emploi. Deuxièmement, vous voyez comment vous financez votre économie, ce qu'on appelle taux d'intérêt. Vous ajoutez à ça l'inflation. Et quand vous ajoutez ces trois éléments, vous n'avez pas le droit d'avoir une croissance économique qui soit inférieure à 10%. Si nous avons une croissance économique à moins de 10%, on ne crée pas de richesse. Et comme le président veut absolument régler la problématique du chômage, et principalement le chômage des jeunes, oui, il nous faut une croissance forte. Et cette croissance forte, c'est 10% nous avons fixé. Mais pourquoi 10%? Après, le chiffre de 10% n'est pas suffisant. Nous avons donc mis en place des pôles de croissance. Et ce sont ces pôles de croissance qui vont tirer la croissance de notre pays pour que nous puissions créer des richesses pour nos jeunes. Quels sont-ils, ces pôles de croissance? Peut-être nous édifier un peu. Alors, ces pôles de croissance, d'abord, vous avez l'agroalimentaire, vous avez la transformation de nos minéraux et de matières premières de manière générale, et vous avez tout ce qui est bois et pétrole. Parce que jusqu'à présent, on s'est limité uniquement en parlant de pétrole. Mais le Gabon n'a pas que le pétrole. Le Gabon a d'autres ressources. Donc voilà le pôle de croissance que nous avons mis en place. Et lorsque le président vous parle d'avoir suffisamment d'énergie au niveau de Boué, d'avoir un chemin de fer nouveau qui va de Boué-Belinga vers le port en eau profonde de Mayumba, c'est parce que nous voulons que le port de Mayumba serve au transport de la transformation de matières premières que nous voulons mettre en avant. Et lorsque nous parlons aussi d'énergie, vous avez tous les minéraux que nous avons sur la partie est de notre pays, c'est les minéraux de fer, nous avons le minerai de manganèse, nous avons le phosphate. Tous ces minéraux, pour les développer, il faut de l'énergie. Et donc, c'est ça que nous appelons aujourd'hui le pôle de croissance. Tout ceci, c'est intéressant, monsieur le ministre d'État. Mais la question vaut son pesant d'or. Comment vous comptez financer ce plan? Alors, pour financer ce plan, premièrement, nous avons, dans le discours du président, il y a un mot qui est devenu très important, c'était la souveraineté. Dans le mot souveraineté, nous avons d'abord la souveraineté budgétaire, en ce qui nous concerne. Cette souveraineté budgétaire, nous l'avons initiée par les conférences budgétaires de cette année, qui sont vraiment une exercice tout à fait inédite. Nous avons donc commencé par recenser toutes les recettes que notre pays peut générer.
avec une obligation de reverser l'ensemble des recettes de l'État dans un compte unique du Trésor. Pourquoi d'ailleurs la mise en place de ce compte unique du Trésor? Mais parce que c'est comme ça que ça doit être. Ça peut être autrement. Dire que le Gabon, un État, a ses recettes qui ne sont pas reversées au Trésor, c'est tout à fait anachronique. Et donc, l'obligation de reverser les recettes d'un État au Trésor, c'est la règle. Dans un compte unique. Dans un compte unique, c'est la règle. Et après, maintenant, lorsque c'est reversé maintenant dans ce compte unique, on voit maintenant quelles sont les dépenses qui sont appropriées. Et donc, nous avons mis en place, après avoir développé cet exercice aujourd'hui, et je dois vous avouer que l'exercice que nous avons fait aujourd'hui nous permet d'abord de voir la capacité du Gabon à voir toutes ces recettes à ce compte unique qui seront de montants beaucoup plus importants, des montants qu'on n'a jamais eu dans notre budget. Donc, lorsque nous avons rassemblé toutes ces recettes, il faut maintenant que nous puissions planifier nos dépenses. Et dans les dépenses, nous avons la plus grosse, vous avez la dette. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le cercle de la dette, pas la dette, le cercle de la dette, bien sûr. Vous avez les salaires et vous avez le fonctionnement. Et Monsieur le ministre d'État, arrêtons-nous un instant sur la dette. Parce que lorsqu'on voit un plan aussi ambitieux, on se pose la question si on ne va pas encore s'endetter. Puisque déjà, la dette se chiffre à plus de 7 000 milliards intérieurs et extérieurs rassemblés. Donner un chiffre comme ça de manière absolue n'a aucun sens au niveau de la dette. Ce qui importe pour nous, les financiers, c'est le cercle de la dette. Est-ce que le Gabon est capable de payer sa dette, oui ou non? Et justement, est-ce que le Gabon est capable de payer sa dette? La réponse est oui. Quelle est la stratégie pour la soutenabilité de cette dette? Alors, la stratégie que nous avons mise en place, question très intéressante, aujourd'hui, nous privilégions l'endettement en CFA, avec des taux d'intérêt que nous puissions mieux maîtriser. Parce qu'habituellement, nous avons tendance à nous tourner toujours vers l'extérieur pour nous endetter. Donc, dans notre stratégie d'endettement, la première chose d'abord, c'est privilégier l'endettement en francs CFA. Deuxièmement, c'est privilégier les durées de financement à moyen et long terme. Et troisièmement, c'est de vérifier le niveau de taux d'intérêt. Lorsque nous avons ces trois éléments, plus la période de différé, ça fait 4, on a la soutenabilité aujourd'hui qui nous permet de nous endetter. Est-ce que, comme pour la croissance, on peut se prononcer sur la dette qui pourrait être réduite à court, moyen, long terme? Une fois de plus, raisonner de cette manière n'apportera pas une solution à nos problèmes. Ce qui nous importe, est-ce qu'on s'endette pour créer de la richesse? Lorsqu'on s'endette pour des investissements structurants et que ces investissements structurants rapportent des recettes supplémentaires, notre dette est salvatrice. Et c'est ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui. On travaille pour avoir une bonne dette. La dette est mauvaise lorsque cette dette-là n'apporte aucune recette en contrepartie. Donc notre objectif dans notre programme et dans notre plan d'investissement, c'est faire en sorte que nous puissions nous endetter sur des projets qui rapportent de valeur ajoutée pour notre pays. Et ça, aujourd'hui... Comme le plan national de la croissance et du développement? Exactement. Et nous voyons aujourd'hui tous les banquiers qui frappent à nos portes parce que j'ai un programme aujourd'hui que j'ai été de mettre en place. Certains vous diront qu'il faut aller à l'extérieur pour concevoir un plan. Mais moi, j'ai un plan. À côté de cette dette, Monsieur le ministre d'État, 5 fonds dits stratégiques ont été créés dans les secteurs de l'énergie et de l'eau, de l'habitat, des infrastructures, de la pêche et de l'agriculture. Que visent ces fonds? Ces fonds visent à mieux structurer la stratégie au niveau de ce que nous souhaitons faire. Lorsque vous mélangez beaucoup de choses, à un moment donné, le résultat n'est pas bon. Donc on spécialise ces fonds. Le fonds d'énergie aura pour objectif de lever les fonds, les financements, qui soient dédiés au financement de l'énergie. Le fonds sur l'agriculture aura le même objectif aussi pour que nous ne puissions pas mélanger des choses et faire en sorte qu'il y ait une certaine cohérence dans ce que nous faisons aujourd'hui. Donc c'est l'objectif de ces fonds. Ce sont des fonds qui vont nous accompagner dans l'organisation et la structuration
des financements dédiés pour apporter la croissance. Monsieur le ministre, on se souvient quand même du scandale du FODEX, le Fonds d'expansion et de développement des petites et moyennes entreprises en 2006, la mort du FNAS, le Fonds national d'aide sociale, et on s'interroge sur le mode de gouvernance de ces fonds-là. Effectivement, ces fonds font partie de notre histoire. Mais est-ce que c'est parce qu'on s'est trompé hier qu'il faut s'abstenir de créer aujourd'hui? Comment on corrige aujourd'hui? Nous corrigeons aujourd'hui avec une bonne gouvernance. Nous corrigeons aujourd'hui avec une gouvernance qui soit beaucoup plus opérationnelle. Et nous changeons aujourd'hui avec des contrôles qui sont mis en place. Donc désormais, ces fonds auront une gouvernance qui soit très allégée et avec des contrôles qui soient réguliers. Et vous avez bien vu que d'ailleurs on a commencé à faire des contrôles au niveau des entreprises publiques. Aucune entreprise publique n'échappera désormais au contrôle. Les contrôles de l'Inspection générale des finances, le contrôle général de l'État et du contrôle de la Cour des comptes. Donc, c'est-à-dire désormais, ceux qui auront la responsabilité à la fois de gérer ces fonds, mais aussi aujourd'hui ceux qui gèrent les entreprises seront soumis à des contrôles réguliers, ils devront rendre compte. Vous avez embrayé déjà sur le budget de l'État, mais quand même, on aimerait savoir que préfigure cette loi des finances 2026. La loi des finances 2026, comme nous l'avons dénommée, c'est une loi des finances base zéro. Base zéro, pourquoi? Parce que nous voulons prendre les choses à la base et éviter d'avoir des effets multiplicateurs. C'est-à-dire l'année dernière, on a dépensé 10, oui. Et l'année d'après, on va dire un delta de 10. C'est pas comme ça que ça marche. Comment ça doit marcher? Ça doit marcher, c'est-à-dire prendre les choses de manière tout à fait objective, poser les problèmes en termes de fonctionnement, en termes d'investissement, et nous assurer que les investissements que nous allons retenir n'ont rien à voir avec les investissements que nous avons faits hier. Les investissements de 2026 devront obéir à la stratégie définie par le chef de l'État. Le chef de l'État a défini un programme qui a été publicité par les Gabonais sur les 6 piliers. Oui. Nous devons nous assurer que les investissements de 2026 correspondent à ces 6 piliers. Et nous assurer aussi dans la cohérence, ne pas dépasser une marche. Vous savez, le développement, c'est un processus. Et ce processus doit obéir à des mouvements. Donc il y a des éléments qui doivent être posés au début, des éléments qui doivent suivre pour que la cohérence puisse être de mise. S'il n'y a pas de cohérence, on n'arrivera pas. Or, nous voulons arriver, nous voulons que ce plan-là soit vraiment une vérité, et c'est pour ça que nous voulons mettre la cohérence là. Et derrière tout cela, quid des dépenses fiscales, Monsieur le ministre d'État? Où les placez-vous? Les dépenses fiscales? Oui. Non, la fiscalité, c'est plutôt une recette, pas une dépense. Oui, la recette fiscale. Les recettes fiscales, comme vous l'avez dit, comme vous l'indiquez, tout ce qui est dû au Gabon doit être versé au compte unique du Trésor. Le compte unique du Trésor. Le compte du Trésor. Mais à côté, sous les instructions du chef de l'État, tout ce qui est exonération, tout ce qui est subvention et tout ce qui est prélevé d'avance n'a plus le droit de citer dans notre pays. Et là également, est-ce qu'il y a des mécanismes de contrôle? Évidemment, les contrôles, nous avons arrêté aussi un mécanisme de contrôle, c'est que désormais les contrôles fiscaux se feront tous les 2 ans. Et non plus tous les 3 ou 4 ans comme nous le faisons aujourd'hui. Donc tous les 2 ans, toutes les entreprises seront soumises à un contrôle fiscal. Le contrôle fiscal, pourquoi? Parce que nous avons un système qui est déclaratif. Comme le système est déclaratif, mais il faut que tous les 2 ans, on ait vérifié que ce qu'on a déclaré était conforme à ce qu'on devait faire. Et si ça se fait normalement, on rentre dans un système qui est tout à fait vertueux et donc notre croissance sera au rendez-vous. Abordons à présent un sujet qui compte pour les Gabonais, c'est la vie chère. Monsieur le ministre d'État, certainement vous faites vos emplettes dans les grandes surfaces, mais beaucoup de Gabonais n'arrivent plus à se nourrir ou du moins à avoir les 3 repas par jour. Ça, c'est pour ce qui est de l'alimentaire. Beaucoup n'arrivent plus à se loger décemment, n'arrivent même plus à emprunter des transports décents. Comment on arrive à lutter contre la vie chère concrètement au Gabon? Est-ce que dans ce plan national de croissance et de développement, il y a des mécanismes concrets qui sont mis en place pour qu'on inverse la tendance? Alors, de manière concrète, c'est que nous avons prévu de faire. Nous savons très bien que la problématique de la vie chère est quelque chose de très important. Et nous faisons tous la course, donc on voit ce qui se passe. Premièrement, d'abord, nous consommons ce que
c'est qu'on ne produit pas. Et comme nous ne consommons que ce qu'on ne produit pas, la première chose d'abord, c'est de maîtriser la chaîne d'importation, d'où la création de la centrale d'achat. Et justement, quand l'opérationnalisation de cette centrale d'achat, elle a été créée certes récemment par le dernier Conseil des ministres. Elle a été créée par le dernier Conseil des ministres. Oui. Maintenant, nous allons donc mettre en place le capital qui a été prévu pour cette société et donc démarrer avec l'ouverture de crédits documentaires avec les entreprises. Quel sera son rôle? Quelles seront ses missions? Est-ce qu'elle ne va pas venir se superposer à la DGCC qui existe déjà pour le contrôle des prix ou à la Direction générale du commerce, par exemple? Non, la centrale d'achat ne fera pas ce travail. Il y a d'autres qui sont spécialisés pour ça. La centrale d'achat, comme le dit son nom, son rôle, c'est acheter. Acheter à meilleures conditions, acheter au bon prix, pour que le Gabonais ne puisse plus rentrer dans ce nouveau aujourd'hui une espèce de spéculation au niveau des importations. Donc nous avons réglé la problématique des importations et tous les grossistes au niveau national achèteront au même endroit. Au niveau de la centrale d'achat. Au niveau de la centrale d'achat. Et donc les Gabonais sauront le prix de départ qui sera mis en place par la centrale d'achat. Et d'ailleurs, nous mettrons un cachet spécial au niveau de la centrale d'achat. Et donc tout le monde saura que lorsque j'achète mon produit, je vais vérifier que c'est le cachet de la centrale d'achat. C'est-à-dire le produit est passé par la centrale d'achat. Là également, il faut des mécanismes de contrôle, monsieur le ministre d'État, parce qu'entre ce qui est dit sur un plateau et ce qui est fait au quartier... Ben nous vous garantissons ce que nous allons faire, parce que nous voulons casser le coût à l'informel, parce que l'informel gêne notre économie. Nous voulons faire en sorte que les Gabonais puissent acheter la bonne marchandise. Et donc ça, c'est le rôle de la centrale d'achat, d'acheter la bonne qualité pour nos concitoyens. Pourquoi jusqu'à présent les mercuriales n'ont pas eu l'effet escompté, toutes ces mercuriales qu'on a prises? Mais parce que nous sommes en économie libérale. Et quand vous êtes en économie libérale, c'est le marché qui fixe le prix. Et malheureusement, même si nous mettons le mercurial au niveau national, les prix à l'extérieur, nous ne les maîtrisons pas. Par contre, avec la centrale d'achat, nous maîtriserons désormais les prix à l'international, puisque c'est la centrale d'achat qui va acheter. Oui, l'inflation, elle peut être importée, mais il y a également, comme vous le disiez, des commerçants qui jouent avec la spéculation au niveau national. Non, ils ne pourront plus jouer avec la spéculation nationale, puisque la centrale d'achat, il y a une cinquantaine de produits que le Conseil des ministres a donc arrêtés. Et ce sont ces produits qui seront le monopole exclusif de la centrale d'achat. Ces cinquantaines de produits comptent... oui, allez-y, poursuivez. Ça veut dire que tous les produits qui sont sur la liste de la centrale d'achat, aucun importateur ne pourra les avoir au Gabon en dehors de la centrale d'achat. Cette cinquantaine de produits, elle concerne quel domaine? Est-ce que c'est uniquement pour l'agroalimentaire ou est-ce que ça s'étend également pour les matériaux de construction, par exemple? Pour le moment, nous avons l'alimentaire. Nous sommes aussi en train de mettre en place une nouvelle centrale d'achat pour les matériaux de construction. Ah, donc il y aura plusieurs centrales d'achat? Il y a deux. Il y a une deuxième centrale d'achat pour les agrégats de construction. Parce que nous nous sommes rendus compte aussi, aujourd'hui, qu'il y a une espèce de surenchère entre ceux qui ont les agrégats et ceux qui ont les marchés. Donc, quand vous avez des agrégats et que vous n'avez pas le marché, vous faites la spéculation sur les agrégats. Donc, on va faire en sorte aussi qu'il y ait une centrale d'achat qui va aussi gérer tous les agrégats de construction. Cela est bien dit, monsieur le ministre d'État, la construction d'une part, l'alimentaire, mais il y a aussi que les Gabonais se plaignent d'une certaine parafiscalité. Le Gabonais moyen, qui a son compteur EDAN, se voit retirer dans ce ticket EDAN plusieurs taxes qu'il ne comprend peut-être même pas. Et quand on va vers les personnes indiquées, la taxe sur les ordures ménagères, allons-y. Par exemple, quand on va vers la mairie, elle ne sait pas où passe cette taxe. Est-ce qu'au niveau de votre ministère, vous ne pensez pas également alléger un peu cette fiscalité? Non, madame, la fiscalité est le domaine de la loi. Aucune fiscalité ne doit être opposable aux opérateurs économiques. Ça n'a pas été voté dans la loi de finances. Le ticket EDAN, par exemple, monsieur le ministre d'État, à un moment donné, on payait 10 000 francs pour 120 et quelques unités. Aujourd'hui, on est à peine à 60, donc la moitié, à cause d'une parafiscalité qui est peut-être trop pesante. Alors, le mot parafiscalité a deux définitions. Oui. Il y a la parafiscalité qui est dans la loi de finances, qui est officielle et qui est légale. Et puis, vous avez à côté des taxes qu'on appelle illégales. Ce sont ces taxes qui ne sont pas dans la loi de finances. Et nous disons à tous les opérateurs économiques
vous n'avez pas le droit de payer des taxes qui ne sont pas dans la loi de finances. Vous n'avez pas le droit de payer des taxes qui ne sont pas reversées au Trésor. Quel contrôle faites-vous pour arrêter cette, j'ai envie de dire, cette hémorragie, en fait, ces taxes qui vont, on ne sait pas où? Mais c'est ce que nous disons. On dit aux opérateurs économiques, ne payez pas ces taxes. Est-ce qu'il suffit de le dire, Monsieur le ministre d'État? Mais nous avons des contrôles que nous mettons en place pour nous assurer que les opérateurs économiques ne sont pas persécutés par cette fameuse parafiscalité, parce qu'une fois de plus, je vous dis, la fiscalité est le domaine de la loi. Tout ce qui n'est pas dans la loi est hors la loi. Donc hors la loi, on ne paye pas. Parlons un peu du patrimoine de l'État. Pour terminer certainement avec ce volet-là, l'État est un grand locataire, hein, c'est connu de tous. Quelle est la situation actuelle du patrimoine de l'État aujourd'hui? Nous avons aujourd'hui une incongruité, c'est que l'État, dans son propre pays, est le parent pauvre. Et donc, nous avons, sous les instructions du chef de l'État, lancé une opération, d'abord d'audit et de recensement de ce patrimoine. On ne peut pas imaginer qu'au Gabon, les particuliers soient plus riches que l'État lui-même. Oui. Et donc, un audit a été lancé. Une situation qui a quand même été entretenue durant plusieurs années, Monsieur Hima. Je vous dis ce que nous sommes en train de faire, donc recenser d'abord tout ce patrimoine-là, voir comment ces individus ou ces entreprises qui sont aujourd'hui les bailleurs vis-à-vis de l'État, qui puissent justifier comment ce patrimoine a été acquis. Et nous avons aussi reçu donc les instructions du chef de l'État de faire en sorte que dans un délai maximum de 2 ans, aucune administration ne doit être locataire. Donc nous avons un programme d'investissement important dans les 2 prochaines années, de 2020 à 2027. Aucune administration. Ce qui veut dire qu'en plus de la cité émeraude que l'on voit sortir de terre, il y a d'autres projets. Il y a d'autres projets où je vous dis dans tous les ministères, aucun ministère ne doit désormais être locataire. Aucune administration doit être locataire. Donc ça, c'est les instructions que nous avons reçues du chef de l'État. Nous allons lancer un programme immobilier très important, 2026-2027, pour qu'à l'issue de l'année 2027, aucune administration ne soit locataire. Pour le patrimoine immobilier, c'est un fait. Mais lorsqu'on regarde le patrimoine immobilier de l'État, certaines indiscrétions disent que l'État se permet quand même. Quand on regarde le parc automobile de l'État, il est assez poussé. Et à chaque fois qu'on nomme un nouveau ministre ou ministre d'État, il renouvelle quasiment la quasi-totalité du parc automobile. Est-ce que ce ne sont pas des dépenses également qu'il faudrait resserrer à ce niveau-là pour investir ailleurs? Ce travail a commencé aussi. Dans la direction générale du patrimoine qui est de ce bon ministère, nous avons lancé aussi une organisation. Vous savez, tout est à refaire chez nous. C'est bien de le reconnaître. Tout à refaire, et donc il faut que nous puissions avoir l'humilité de se dire que nous avons tous unanimement fauté. Et donc il faut réécrire une nouvelle page, et c'est que le président de la République nous invite tous. Donc humblement, ce que nous faisons aujourd'hui, revoir les modalités d'acquisition du matériel immobilier et même de répartition de ce modèle, de ce patrimoine mobilier, de revoir tout ce qui est immobilier, l'organisation administrative en tout ce qui est patrimoine de l'État. Même au niveau du domaine, la terre appartient à l'État et l'État lui-même n'a pas suffisamment de titres fonciers en la matière. Donc là aussi, nous sommes aussi engagés dans une action de faire en sorte que le maximum de Gabonais puissent être propriétaires de leurs titres fonciers et bien sûr en commençant par l'État lui-même. Henri-Claude Hima, un mot de fin peut-être pour conclure à la veille de ces 65 ans d'indépendance du Gabon. Écoutez, un mot de fin, c'est dire que nous avons l'indépendance aujourd'hui. L'a-t-on réellement? Nous avons aujourd'hui acquis notre indépendance et nous sommes en train de mettre en place notre indépendance économique. L'indépendance économique passe par l'indépendance budgétaire. Ce travail doit être fait de manière collective, comme le chef d'État nous invite. Il n'y a pas un qui connaît mieux que les autres. C'est un travail de manière collective. C'est pour ça, d'ailleurs, vous voyez, on a fait des forums économiques, on a fait le jour de la finance, on a eu un séminaire gouvernemental. C'est que cette réflexion doit être une réflexion partagée, une réflexion où tous les Gabonais doivent maintenant comprendre que les choses ont changé, comme le chef d'État nous invite. Et vivement les retombées, Monsieur le ministre d'État. Les retombées, nous les avons, et je suis persuadé que si tous les Gabonais jouent le jeu, et je pense qu'ils sont assez intelligents
de jouer ce jeu, les résultats sont en doute portés. Henri-Claude Ohima, ministre d'État, ministre de l'économie, des finances, de la dette et des participations chargé de la lutte contre la vie chère, était avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup, monsieur le ministre d'État, d'être passé. Je vous laisse, chers téléspectateurs, avec encore un autre extrait du discours du président de la République. On se retrouve juste derrière avec un nouveau membre du gouvernement. Mes chers compatriotes, le 30 août 2023, une nouvelle page de notre histoire s'est ouverte avec le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Elle nous a conduits vers une transition pacifique, inclusive et démocratique, inspirant le respect de la communauté internationale et qui nous a permis d'entrer dans la Ve République, qui constitue notre nouveau défi politique, économique et social. Sur le plan politique, il nous faudra œuvrer collectivement à la construction d'une démocratie gabonaise, soucieuse de liberté, de pluralisme et de responsabilité. Nous avons organisé une élection présidentielle libre, transparente et apaisée. Il n'y a aucune raison que les prochaines élections législatives et locales ne le soient pas. Je suis persuadé que lorsque nous sommes divisés, nous dépensons notre énergie dans des querelles inutiles. J'appelle donc tous les acteurs politiques au respect des principes de dignité humaine, de démocratie et d'état de droit, en laissant le peuple gabonais, seul souverain, choisir ses représentants en toute liberté et dans la paix, qui est notre plus grand héritage. Dans cette optique, certaines mauvaises habitudes doivent disparaître progressivement. La géopolitique, comme mode de gouvernance à laquelle nous avons été nourris, n'a pas porté les fruits escomptés. Cela doit prendre fin. Elle sera remplacée par la compétence. Ce nouveau concept indique que la compétence du citoyen primera dorénavant sur ses origines ethno-régionalistes. Quand viendra l'heure de choisir, l'homme ou la femme à la place qu'il faut. J'exhorte l'élite politique et administrative de notre pays à adopter ce concept en le pratiquant pour l'intérêt supérieur de la nation.